Chers amis, voici un Viva sur scène qui fait suite au spectacle vu au Volcan le vendredi 2 février 2024, Carte Noire nommée Désir. C'est une performance écrite par Rebecca Chaillon avec la compagnie Dans le Ventre et c'est un spectacle tout à fait original et tout à fait perturbant, dirons-nous. Nous l'avions à quelques-unes vu déjà à Avignon où l'ambiance était assez électrique, plutôt agressive et hystérique, malgré des applaudissements, et nous avons été très heureuses de revoir ce spectacle et d'écouter lors de Aux Arts Citoyens l'interview de Rebecca Chaillon. Voici quelques extraits. Nous pouvons bien sûr pas diffuser 1h30 de présentation et de débat, mais quelques extraits tout à fait nourrissants pour ceux qui ont vu le spectacle. Chaillon, eh bien, bonsoir. Tu es metteuse en scène, autrice, performeuse. Alors, de parler de regard critique, c'est un peu un doux euphémisme parce que ton regard, il est plutôt décapant sur le monde, comme la javel. Je ne sais pas quel produit tu utilises d'ailleurs dans le spectacle pour laver le sol. Tu as créé en 2006 ta compagnie que tu as nommée Dans le Ventre, tout un programme, et tu explores depuis des années les identités féminines, les assignations faites aux femmes, le rapport au corps, à la société, le rapport aussi à la matière et à la nourriture qui est un fil rouge de tous tes spectacles. Ton premier solo en 2012 s'appelait L'estomac dans la peau. Et ton dernier spectacle que tu as créé en 2022, un an après Carte Noire nommée Désir, s'appelle plutôt Vomir que faillir. On a aussi le plaisir d'accueillir avec Rebecca Chaillon Bérénice Amidi, que l'on a déjà accueilli en décembre avec Marina Chiche pour ceux et celles qui ont assisté à la rencontre avec la violoniste Marina Chiche. Bérénice Amidi, donc professeure en études théâtrales à l'université Lyon 2, membre de l'Institut universitaire de France, dont les recherches portent sur les enjeux politiques des représentations culturelles, la manière dont les arts vivants, et notamment le théâtre, reproduisent ou transforment les rapports de domination, la question des discriminations sociales, de genre, raciales, elle est familière à tes recherches, et elle est au cœur des spectacles de Rebecca Chaillon. Nous allons en parler ce soir. Rebecca, comme première question, j'ai envie de te demander, tu te présentes comme étant une performeuse, alors c'est quoi une performance au théâtre ? Donc bonsoir à tous. Une performance au théâtre, alors j'ai pas la définition, j'ai que ma recherche, parce que du coup l'idée c'est de se poser des questions un maximum sur scène, enfin en tout cas de chercher, livrer mes recherches sur scène. J'ai pas la solution, on se casse beaucoup la tête en répétition pour savoir quelle est la part de théâtre et quelle est la part de performance. Moi je me vois, et ce que j'essaie de travailler avec les équipes, c'est un endroit où on se met à disposition, soit son histoire, son corps, pour renvoyer des questionnements aux autres qui regardent. Voilà, où on met son corps en... Quand je dis à disposition, c'est presque parfois dans un rituel un peu sacrificiel de se faire traverser. Comme une sorte de tunnel, comme ça les gens peuvent se voir à travers mon corps, à travers ma tête. Voilà. C'est un principe d'être en action au plateau, de réactiver comme ça un rapport au présent, un rapport à l'actualité, d'essayer de questionner toutes les questions que je peux avoir moi autour des questions raciales, de genre, de sexualité, de religion, d'handicap, de rapport au monde, à comment il fonctionne, de rapport entre les individus. Voilà. C'est ça mon endroit de recherche, et en quoi il se rapproche de la performance. C'est dans l'endroit peut-être de dépassement de soi, de prise de risque, d'engagement politique, de corps engagé et de corps engagé en deux sens. Voilà. Ça va ? Oui, je suis hyper stressée. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est 2 jours après la rencontre, après le spectacle, du coup je me dis, ces gens reviennent. Donc je me mets la pression de fou. Donc je vais me détendre.
avec cette petite blonde. Et du coup, comment cette question de la performance, elle s'est imposée à toi? Enfin, quand tu es né, tu as grandi à Beauvais, et après tu es parti à Paris faire des études de théâtre. Et comment, à un moment donné, la performance s'est imposée comme manière de faire du théâtre? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? J'ai un parcours plutôt classique d'élève de lycée théâtre qui fait de l'atelier à côté, voilà. Je voulais être prof de tout. Je voulais être prof d'anglais, je voulais être prof de français, je voulais être prof de grec, je voulais être prof de latin, prof de théâtre, puis j'ai voulu finir instit. Et donc à l'époque, on pouvait faire une licence de quelque chose. Et donc je me suis inscrite à Sorbonne Nouvelle en art du spectacle. Il se trouve que je me suis inscrite aussi au conservatoire, mais vraiment comme un extraterrestre qui débarque et qui se dit tiens, je vais faire le conservatoire, pourquoi pas, mais vraiment à côté de la plaque. Et il se trouve que dès mes 17 ans, je me suis retrouvée dans un mouvement d'éducation populaire qui s'appelle les CMEA, ça veut dire Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. C'est un mouvement qui est né en 1936, quand il y avait les premiers congés payés, les premières vacances, comment on s'occupe des enfants, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fabrique, c'est quoi être en vacances, c'est quoi une activité et tout. Et c'est un mouvement qui qui forme au BAFA, au BFD, tout ce qui est animation, et aussi qui mène des chantiers culturels auprès des festivals institutionnels pour travailler à la question travailler à rendre les choses accessibles, populaires et être dans l'agir. Donc au lieu de faire des explications plutôt intellectuelles ou des transmissions de savoir autour des spectacles, on était dans de la pratique. Voilà, moi ce parcours-là, donc moi j'ai beaucoup travaillé au Festival d'Avignon depuis mes 18 ans, comme ça tous les étés, et j'ai mangé du spectacle beaucoup. Et en opposition avec ce que je vivais au conservatoire, qui était très texto-centré, très travail de courte scène, pour moi en tout cas très déconnecté de ce que j'avais pu vivre comme expérience théâtrale. La rencontre de spectatrices avec des spectacles comme ceux de Rodrigo Garcia, de Romeo Castellucci, d'Angelica Lidl et d'autres, voilà, ça m'a... Quand j'ai commencé à voir que ça marchait pas pour moi le conservatoire, que j'étais complètement à côté de la plaque, que les camarades essayaient de rentrer en école nationale à tout prix, que moi je comprenais rien au système et que tout le monde bossait, montait des spectacles entre eux, et puis moi je me sentais vraiment à côté. J'ai fini par aller rejoindre ça. J'ai fait un stage qui s'appelait Comment se débarrasser des metteurs en scène, qui était un stage mené par Rodrigo Garcia en 2010. J'avais eu des expériences de mise en scène un peu, pas catastrophiques, mais un peu classique, où j'avais monté 8 femmes et les femmes savantes, puis l'équipe m'avait dit t'es vraiment mauvaise en metteuse en scène, tu sais pas diriger, t'as même pas lu les femmes savantes jusqu'au bout. Je dis oui, c'est vrai. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de lire la pièce jusqu'au bout pour la monter? Voilà. Sacraliser le rapport. Oui, ça je suis sûre que je l'avais bien désacralisé. Et voilà, et donc j'ai fait ce stage avec un autre ami qui est là-bas, il y a donc bientôt 14 ans. Et ça a été le démarrage de l'estomac dans la peau. Et donc d'un rapport où, puisque je ne me sentais pas de compétitionner ou de rentrer dans le cadre posé par les conservatoires, par le parcours le parcours programmé de ce que c'est que d'être comédien ou d'être metteur en scène ou quoi, je me suis tournée vers la perf où il y avait un plus grand espace de liberté, puisqu'on partait de soi et qu'on partait de ses écrits, de ses obsessions, de ses disciplines, et voilà comment est né mon rapport à la perf, dans un rapport de contestataire mais mignon, quoi. Enfin genre, puisque de toute façon ça marche pas, je vais aller faire autre chose, et le travail de Rodrigo m'intriguait beaucoup parce que je sentais que ça ne travaillait pas que intellectuellement quand je regardais les spectacles, ça travaillait vraiment au niveau des tripes. De me dire, je sais pas, je comprends pas tout, je comprends pas forcément pourquoi il met une meuf qui prend une douche avec du Coca-Cola et à côté le nom de dictateur argentin, mais il se passe quelque chose à un autre endroit. Et je suis active, je regarde un spectacle et je suis active, je fabrique les choses. Et ça, c'est un principe que j'ai voulu garder dans mon travail. De me dire, ok, moi je fais des choses sur scène, mais il faut que le spectateur, la spectatrice se mette aussi à bosser, quoi, à connecter, à se parler à soi pendant le spectacle. Et on arrive à Carte Noire nommée Désir. À moins qu'entre les deux, il y ait des créations dont tu as envie de parler, peut-être, de mentionner. Non, mais il y a plein de petits
enfin pas de petites perfs, mais il y a plein de performances où justement je m'amusais à me dire... Ce que tu as fait avec Arnaud, ici, à Police, c'est ça? Ah oui, après Police, c'est un projet de Anne-Sophie et Arnaud qui sont là-bas, de la compagnie Acté, qui fait que j'aime le Havre, grâce à eux, avant même de venir ici. Non, mais c'est sûr que je continuais un peu à collaborer avec d'autres personnes avec qui il y avait des projets qui m'enthousiasmaient. Bon, après, je me suis vite aperçue que je devenais très chiante, parce que justement, la question de la performance, de faire ce qu'on décide, et bien après, ça rend moins malléable et plus exigeante sur le fait de... J'ai eu du mal à travailler avec des personnes qui n'étaient pas dans une urgence de défendre des choses importantes politiquement. Voilà, donc c'est vrai que j'ai travaillé encore avec quelques personnes, puis assez rapidement, j'ai arrêté. J'ai fait des performances, c'est-à-dire des formats vraiment plus créés pour des lieux, dans des espaces-temps, qui ne sont pas forcément faits pour être reproduits, plus à l'arrache. Enfin voilà, des choses qui sont moins des spectacles qui prennent 2-3 ans à monter. Et puis voilà, des voyages avec ça, d'aller performer au Cameroun, d'aller performer au Mexique, d'aller performer voilà, dans des espaces pas forcément institutionnels. Et ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup nourri. Voilà, j'ai continué à donner des ateliers beaucoup. C'est aussi un truc qui me tenait à cœur, de continuer à rencontrer et à voir comment on fabrique une transmission autour de la perf. Et voilà un peu. Et puis Carte Noire, voilà. Alors, allons-y, parlons-en de Carte Noire. Au départ, ça part d'une... Enfin non, ça part de plein de choses en fait. Ça part d'une blague, mais tu avais envie aussi de dénoncer plein de choses. Ouais. Mais ça part... Alors il y a plein de... En effet, si vous me demandez, chaque fois qu'on va me demander, je vais raconter une version un peu différente. Là, je dirais que, comme on vient de parler de La Chèvre, enfin, du spectacle sur le foot, je vous dirais que quand j'ai composé l'équipe de La Chèvre, j'ai travaillé essentiellement avec des personnes qui étaient autour de moi, qui est dispo chez les dégommeuses, qui est dispo autour de moi et est venue en résidence, a un rapport au sport ou au corps important et tout. Et l'équipe était majoritairement blanche. Et sur le coup, j'étais vraiment dans un rapport de questionnement autour du sport et du genre, mais vraiment basique. Les filles, on va faire de la danse, les garçons vont faire du foot, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et puis après, avec la rencontre avec les dégommeuses, j'ai interrogé les questions de sexualité aussi. Puis d'un seul coup, sont venus un peu dans les médias autour, plus de questionnements autour de la race sociale. Et je me suis dit, oh mince, je me suis loupée en fait. On est 10 sur le plateau. Je suis la seule noire, et après il y a une personne métisse aussi, mais en termes de représentativité, je suis à côté de la plaque. Et j'ai fait ce que je dénonce un peu chez mes camarades metteurs en scène et metteuses en scène. Je me suis pas occupée de ce que ça voulait dire d'apparaître sur un plateau et de profiter d'avoir des lieux d'institution, des lieux de visibilité, des espaces de parole et de pas montrer quelque chose de représentatif. Donc je me suis dit, pendant que je créais La Chèvre, déjà je me suis dit que j'allais prendre ma place de femme noire dans La Chèvre et questionner ça au sein du spectacle, et que le prochain je ne montrerai que des noirs. Voilà. Et oui, voilà, la société, enfin la société, c'est un gros mot, mais en tout cas, les questions féministes, elles ont été plus mises sur la table, les questions LGBT aussi, et les questions raciales, et moi j'ai bénéficié de 2 temps très importants, enfin, que je marque comme ça, qui sont les camps d'été des coloniaux, qui étaient montés par Fania Noël, qui est une afroféministe, et Sia Masbach, qui travaille dans tout ce qui est violence policière, et au sein de l'association Urgence, la police assassine, contrôle aux faciès, tout ça. Elles ont monté des temps de séminaires où on n'était que entre personnes non blanches, ou en tout cas entre personnes victimes de racisme systémique. Moi, c'était du charabia. Hein, moi, il faut savoir que je ne supportais pas de parler d'esclavage ou de colonisation. Pour moi, c'était vraiment des gros mots, donc je voulais pas être associée à ces mots-là. Donc j'étais vraiment dans un rejet total de questions politiques autour du fait d'être noire. Pour moi, ça n'était que... comme un peu dans Carte Noire, quand je fais la blague de Bounty, c'était un peu genre... oui, bon, je suis noire, mais bon, je pourrais être bleue, quoi. Je disais vraiment des conneries comme ça. Donc, de participer à ces temps politiques de recherche et d'avoir des mots comme ça, du vocabulaire qui s'inscrit, ça a été, pareil, un grand moment de claque. Participer à Ouvrir la voie aussi, le documentaire de Amandine Gay. Ça a été des grands déclencheurs. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée comme ça avec... mon sentiment d'illégitimité habituel qui était complètement modifié, parce que d'un seul coup,
Je reprenais le pouvoir, je regardais le monde en me disant, en fait, c'est pas moi le problème, c'est beaucoup les autres quand même. Le problème, il y a beaucoup un problème autour. Et en fait, on n'aime pas être victime de quelque chose, mais d'une certaine manière, il y a autour de moi tout un système qui s'établit pour faire que je sois toute seule dans mon conservatoire, que je sois toute seule dans des groupes de spectacles avec que des blancs, que moi-même je n'admire ou je ne veuille sortir qu'avec des blancs, des blanches. Enfin, il y a tout un système qui est là, qui me fait renier ma famille, renier ma culture, et ça fabrique plein de choses. Donc là, d'un seul coup, le regard s'inverse. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à lire, j'arrive à lire enfin des essais politiques, et voilà. Et donc Carte Noire émerge, pour plusieurs d'entre nous d'ailleurs. C'était je sais pas, 2012, 13, 14, un truc a commencé à bouger. Comment tu as recruté, entre guillemets, les 7 autres comédiennes qui sont aussi des performeuses? Vous partagez tout ça. C'était un peu aussi une condition. Enfin, ça fait partie de... Il y a un engagement du corps phénoménal chez chacune. Alors, elles se définissent pas à la base comme ça, certaines oui, enfin certaines non. Certaines sont dans leur discipline, donc circassiennes, chanteuses lyriques et harpistes. D'autres sont comédiennes de théâtre. Je pense qu'il y a Ophélie Mac, qui fait la céramique, avec qui je danse le zouk, qui se définit comme performeur et céramiste. Sinon, voilà, il n'y a que nous deux. Définition comme ça, et par la force des choses, les a invités dans un jeu. C'est un jeu de se faire ce spectacle, et en me disant voilà les règles du jeu que je vous propose. Où dedans, oui, c'est très bien, tu sais très bien faire de la harpe et chanter lyrique. Bon, bah moi ça m'intéresse pas. De donner du beau, t'es déjà très jolie. Alors en plus, si tu fais exactement ce qu'on veut de toi, c'est-à-dire d'être jolie en faisant du joli, ah bah tous les bourgeois vont être très contents. Oh, une noire qui a réussi à faire des trucs de bourgeois. Donc je lui ai demandé non, j'ai dit non, tu vas salir, on va travailler à c'est pas ça mon message c'est l'ambiguïté, l'aliénation, donc on va mettre du défi dans toutes vos pratiques, dans toutes vos disciplines. J'ai recruté l'équipe en me disant je voudrais bien trouver d'autres personnes comme moi qui ont dû galérer dans des domaines qui sont pas forcément là où elles sont pas forcément attendues. C'est-à-dire que le cirque, moi j'avais jamais vu de femme noire dans le cirque, en plus de femme noire qui est pas filigrane là, non comment on dit filiforme, bon, ça marche aussi, qui est pas filiforme mais qui fait du fil. Je trouve ça trop drôle. Voilà. En fait, tu t'as fait passer des annonces sur les réseaux sociaux? Oui. Dans des... C'est ça. D'accord, tu les connaissais pas au préalable? Pas toutes. Je suis partie avec une base, par exemple, Fatou, c'est une amie de longue date, avec qui justement on vient des mouvements d'éducation populaire. Et on s'est retrouvés, elle m'a dit, mais moi je suis en train d'écrire mon spectacle, mon solo sur l'antiracisme, parce que ça me dépasse, j'en ai trop marre, elle est travailleuse sociale, elle est cuisinière, elle fait plein de trucs, mais elle n'était pas comédienne à la base, mais par nécessité, par urgence de dénoncer un système qui n'allait pas, elle s'est mise à écrire son spectacle et à se mettre en scène. Et j'ai dit, écoute, si tu veux, en parallèle, viens, je crois que je suis en train de monter un truc un peu décapant. Viens avec moi si tu veux. Aurore, qui est la comédienne qui mène le jeu, le Time's Up. Aurore et moi, on était à la fac ensemble, donc on se connaît pareil depuis 20 ans aussi. Et on est toutes les deux, on a toutes les deux un parcours de théâtre forum, donc voilà, il y avait été beaucoup l'élément sympa, noir de plusieurs équipes qui dérangent jamais trop, voilà. Donc c'est important, on était ensemble au camp d'été, on était ensemble et on a commencé ça ensemble. Il y avait Maëva, qui est une des interprètes qui porte des textes, qui est plutôt comédienne, qui porte des textes de fin, et qui, elle est métisse, voire même carteronne, enfin voilà, elle a jamais connecté avec sa partie noire, et elle s'est jamais rendue compte de comment elle était perçue, donc elle a beaucoup laissé ses copines dire « ça va Kirikou ?» ou des trucs, elle était dans ce truc-là où elle se disait que c'était pas une question, et donc elle est venue vers moi en me disant « aïe, je crois que j'en ai marre, j'y connais rien politiquement à ces questions-là, mais je crois que j'ai envie de faire ton projet. » Et donc ça c'est les personnes que je connaissais de base, et les autres, j'ai fait un appel sur Facebook, j'ai reçu 60 candidatures. Comme je voulais voir tout le monde quand même, j'ai organisé 2 journées où on a fait de la pratique ensemble, en me disant c'est pas une audition, je veux pas reproduire encore un système qui va être éliminatoire et douloureux. Je me suis dit venez, on joue ensemble pendant toute une journée, et au moins vous vous rencontrez entre vous, et ne serait-ce que d'être à 40 dans la même pièce, c'était fantastique, parce qu'on s'est dit mais vous étiez où? Et on s'est rendu compte qu'on était toutes un peu isolées, éparpillées dans nos coins, à batailler en musique, en danse, et donc d'un seul coup de faire une journée où on était toutes ensemble, c'était
incroyable, quoi. Donc on s'est fait un réseau de soutien entre nous, pour aller voir nos spectacles mutuellement, pour se filer des plans dès qu'il y avait des plans. Et puis j'en ai choisi 3 dans cette audition. Alors Bérénice, toi tu as vu cette pièce 4 fois. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous dire en quoi elle fait écho à tes propres recherches et le regard que tu portes sur cette pièce Oui, bonjour à tous. Peut-être je peux commencer par dire pourquoi je l'ai vu 4 fois. Je crois beaucoup parce que j'avais envie d'emmener des gens à revoir. Voilà. J'ai notamment emmené ma fille parce que je trouvais ça très très important. Elle a 13 ans. Et puis j'ai aussi emmené des amis et des proches, dont une personne qui a pu être sur les fauteuils qui sont réservés aux personnes sexisées afrodescendantes. Ce qui, je dois dire, était quelque chose de comment dire, peut-être je commence par là, du coup, qui est un endroit un peu plus vibrant pour moi, et puis aussi un endroit où le spectacle m'a fait travailler. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un dispositif bifrontal, c'est-à-dire qu'on est tous et toutes, du côté habituel, on est toujours sur scène, c'est-à-dire dans les salles, pardon, du côté des gradins. Et puis il y a une vingtaine, je crois, de entre 20 et 50. Ah ouais, ok. Ah ouais. Voilà, donc il y a un petit nombre de places qui sont réservées aux personnes sexisées afrodescendantes et qui sont donc de l'autre côté de la scène et qui voient donc le spectacle complètement depuis un autre point de vue. Et donc ces personnes peuvent, elles, revenir voir le spectacle et le voir des deux côtés. Mais quand on est identifié comme blanc ou blanche, on ne peut le voir que d'un côté. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui était très questionnant pour moi et qui m'a amené, moi, à me questionner. Et je pense que c'est un des intérêts du spectacle, c'est que tous et toutes, à l'endroit où on est, ça nous amène à nous questionner sur une chose qui est essentielle et fondamentale, qui est qui je suis par rapport à toutes ces questions. On a parlé des questions de domination raciale, de discrimination de genre, de domination sociale aussi. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une habitude en France de réfléchir à ces questions-là depuis un point de vue qu'on pense neutre et universaliste, alors qu'en fait, il est situé. Et d'un seul coup, il y a eu dans le champ intellectuel, moi ça je l'ai beaucoup vécu comme chercheuse, mais aussi maintenant dans le champ artistique, des personnes qui affirment l'idée que cette neutralité axiologique, ça c'est ce qu'on dit dans le champ scientifique et universitaire, et en fait cette idée qu'on peut parler des sujets depuis un point de vue neutre et universel, ça c'est vraiment une vue de l'esprit, et c'est aussi en fait une posture de domination qui ne se dit pas. Parce que très souvent, en fait, le point de vue neutre et universel, si je prends par exemple l'histoire de l'art, il a quand même été, ce point de vue neutre et universel, essentiellement écrit depuis un point de vue qui est en fait masculin, qui est blanc, qui est de classe supérieure, et ce qui fait quand même un regard situé sur le monde. Et on peut toujours se dire que, en fait, on arrive à prendre du champ par rapport à ces biais-là. En fait, souvent, quand on ne conscientise pas, on n'y arrive pas. Et bref, on pourra reparler ça si vous voulez, mais moi, une des choses qui m'a hyper fortement marquée, mais aussi un peu questionnée, c'est que, par exemple, moi, je suis blanche pour vous tous et toutes, sauf que si vous regardez mon nom, c'est Hamidi, c'est un nom arabe, c'est un nom algérien. Et donc j'ai ce qu'on appelle un white passing, c'est-à-dire que je suis blanche, je suis identifiée, je suis perçue comme blanche, mais dans ma famille, il y a des personnes non blanches, et puis j'ai beaucoup hérité familialement des traumas coloniaux, par exemple, et notamment la guerre d'Algérie. Et en fait, tous et toutes, on a des histoires, notamment liées à l'immigration, liées à la colonisation. Et en fait, ces histoires-là, elles sont aussi beaucoup invisibilisées par la façon dont on a réfléchi jusqu'ici à ces questions-là. Et moi, ce que je trouve hyper fort dans ce spectacle-là, c'est qu'il vient nous provoquer une réflexion. Du coup, tu parlais, tout à l'heure, tu as dit, j'ai adoré ta définition de la performance. Écoute, c'est bien quand tu es stressé, c'est super. Non, il faut bien traiter et bien se traiter. Donc il ne faut pas se soumettre au stress pour être plus performant. Mais en tout cas, tu as donné une belle œuvre de la performance.
Et notamment cette idée d'être en action au plateau, moi c'est une des raisons pour lesquelles je suis revenue voir le spectacle plein de fois, c'est parce que moi c'est un spectacle qui me met fortement en action, et en action intellectuelle, en action émotionnelle, mais aussi en action intellectuelle, et il n'y en a pas non plus 100 000 des spectacles qui font ça. Voilà, et puis pour donner un autre élément, c'est la manière dont, marrant parce que tu disais que tu t'intéressais pas du tout, que tu t'es intéressé aux questions de genre, et puis après t'en es venu à la question des aspects de discrimination raciale. Là, je pense que moi j'ai vraiment eu ce parcours-là aussi. J'ai beaucoup pensé qu'il n'y avait que des questions d'inégalité sociale. Vraiment toutes mes recherches étaient axées là-dessus. Et puis d'un seul coup, j'ai découvert pourquoi j'avais surtout complètement été dans le déni des questions de genre et des questions de discrimination raciale. Et je me suis mise à travailler dessus. Et en fait, ce que moi je trouve hyper fort dans ce spectacle-là, c'est qu'en fait, tout est là, en fait. Et tu montres comment ces questions, elles se posent ensemble, comment c'est sans arrêt intriqué, comment on ne peut pas défaire. Par exemple, toute la première scène hyper longue, oui, il y a toi d'abord toute seule qui nettoie. Et puis il y a une autre comédienne qui est toute seule aussi et qui fait la céramique, sauf qu'elle est habillée tout en blanc, un peu comme une aide-soignante, et puis toi aussi, on pense femme de ménage, même si t'es tout en blanc, et puis d'un seul coup en fait vous vous reliez, et en fait c'est la question du soin. Et du coup, là, il y a toutes les questions, parce qu'il y a la question des violences liées aux métiers précaires, aux métiers du soin, et en même temps qui sont des métiers féminins. Donc oui, c'est une question sociale, c'est les métiers du soin qui sont des métiers réservés aux femmes, donc c'est une question de genre. Et en fait, c'est pas réservé à toutes les femmes, c'est essentiellement des femmes racisées. Puis après, plus tard dans le spectacle, il y a les questions des nounous. Et en fait, on voit d'un seul coup comment ces trois questions elles se brassent tout le temps, et c'est pas un hit parade dédominé, et le spectacle montre que c'est pas simplement que on est ça plus ça plus ça, c'est aussi comment ça se configure d'une manière spécifique, que la violence de la sexualisation que subissent les femmes racisées, on le voit par les petites annonces, l'exotisation, c'est une violence spécifique que les femmes blanches vont pas subir. Les femmes blanches vont subir d'autres formes de violence, et c'est à chaque fois comment il y a une attention aux détails, et puis à la fois à la pluralité et en même temps à la singularité de chacune de ces violences. Et je crois que moi j'aime beaucoup aussi dans le spectacle que je trouve qu'il y a une très grande douceur à certains moments, mais que vous disiez toutes les deux décapant. Moi je trouve qu'il y a aussi un côté un peu implacable. Oui, il y a un côté décapant, c'est-à-dire que moi ce que j'ai adoré aussi, c'est le travail sur les stéréotypes, en fait. Comment tu montres à quel point c'est des images qui se sont fossilisées, qui sont cette image de la femme panthère, de la femme, toute cette exotisation-là. Et en même temps, le spectacle il montre comment c'est difficile de les désossifier, ces images, et comment aussi ça a colonisé nos imaginaires, comment on a du mal à désirer en dehors de ces cadres-là, quoi. Et en même temps, il y a un côté implacable, parce que pour moi, c'est pas un spectacle qui est que bienveillant au sens gnangnan, et c'est un spectacle qui est dans la confrontation, en fait. Et pour moi, la confrontation, c'est aussi dire une forme de respect vis-à-vis des gens. C'est comme entre amis, quand on peut se dire la vérité, quoi, et quand on peut se parler, on se parle vrai, mais on sent que l'autre a déconné. Et je trouve que tu parles vrai et vous parlez vrai, et qu'en fait il y a des moments où ça nous confronte, ça grince, c'est pas que agréable, mais en fait je trouve que c'est absolument indispensable sur ces questions-là, parce que et quand je dis ces questions-là, c'est toutes ces questions, que ce soit la question des violences policières, la question des violences de genre, ça suffit, il y a un tel niveau de violence, et surtout il y a un tel niveau de déni, d'euphémisation, de contournement, de biaisement. Et en fait, moi c'est ça que je trouve, quand on rit vraiment. Quand vous nous parlez de trucs violents et que vous nous dites il y a quelque chose de violent qui se passe, vous nous le faites un tout petit peu goûter, un tout petit peu éprouver. Et moi je trouve que c'est une forme de respect, en fait. Voilà.